cadre de la mêlée numérique, aujourd'hui, je vais vous présenter donc un des thèmes qui a trait à l'industrie 4.0, donc l'industrie du futur. Donc, pendant cette présentation d'une petite heure, tous ensemble, je vais vous présenter en quoi la géolocalisation indoor peut amener donc, dans l'industrie. Et quand je parle d'industrie, c'est l'industrie au sens large, puisqu'on va parler d'agriculture, on va parler d'établissements de santé, etc. Donc, personnellement, donc, moi, je m'appelle Christian Assier, je fais du marketing, donc je suis responsable du marketing chez Qorvo. Je m'occupe donc d'un marché plus particulier qui est l'IoT, sur une technologie qui s'appelle l'ultra-wideband. Et donc la discussion aujourd'hui, sur les 3/4 d'heure que l'on va passer ensemble, ça va être de vous expliquer à quoi peut servir l'ultra-wideband dans votre quotidien. Donc juste un petit mot sur Qorvo, parce que peu de gens connaissent Qorvo, bien que comme sur tous les logos de Qorvo, on est tout autour de vous. En fait, Qorvo est un fabricant de semi-conducteurs. Fabricant de semi-conducteurs qui est essentiellement dans la partie RF, radiofréquence, que vous trouvez dans la quasi-totalité des téléphones cellulaires que vous avez sur vous. On équipe 3/4 des téléphones. Donc c'est une société de 4,5 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 8 ou 9 000 personnes. On est dans le monde entier, beaucoup aux US et beaucoup en Europe également, notamment à Toulouse, où je suis basé. Ça va pas. Donc, comme je disais, Qorvo semi-conducteurs, essentiellement dans la partie front-end et dans toutes les technologies type Bluetooth, Wi-Fi ou ultra-wideband. Et les autres technologies qui sont plus dédiées à la radio, que vous trouvez donc dans les téléphones ou dans les bornes Wi-Fi, etc. Donc, aujourd'hui, on parle d'ultra-wideband. Ultra-wideband, c'est une technologie de communication. Vous en avez peut-être entendu parler. Ceux qui ont des Apple, c'est marqué dessus. Sur un Apple, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi, donc, que tout le monde connaît, et vous avez aussi l'ultra-wideband. Donc, l'ultra-wideband, qu'est-ce que c'est? L'ultra-wideband, c'est une technologie donc, radio basse consommation, comme le Bluetooth par exemple. Et c'est une radio qui permet de faire de la mesure de distance entre deux points donnés, donc entre deux émetteurs, un émetteur et un récepteur radio, qui permet donc de mesurer une distance relativement précise, de quelques centimètres de précision. Si je sais mesurer une distance, si j'ai plusieurs points, je sais mesurer une position. Donc voilà pourquoi on parle de géolocalisation. C'est une technologie qui marche essentiellement à l'intérieur et qui va servir de relais par rapport à une solution GPS que vous avez à l'extérieur. À l'intérieur d'un bâtiment, les satellites ne marchent pas, donc il faut d'autres technologies. Donc une technologie de mesure de distance, une mesure assez précise. C'est une technologie donc, qui est sécurisée, donc je peux faire une mesure de distance sécurisée entre deux personnes. Les autres personnes ne le verront pas forcément ou ne comprendront pas le message, donc ne pourront pas répliquer ou faire croire qu'ils sont aussi proches de cette personne. C'est une technologie donc, qui est real-time, comme on dit en bon français. Donc on peut mesurer jusqu'à des milliers de fois, si on veut, par seconde, la position et donc avoir les algorithmes qui vont bien. Donc précision, sécurité, temps réel, et donc on dit relative très basse consommation. Où est-ce qu'on va la retrouver? Jusqu'à présent, donc on a depuis une dizaine d'années, on parle d'IoT. L'IoT, qu'est-ce que c'était? C'était la capacité d'avoir des capteurs que vous avez n'importe où dans le pays. Ça peut être un réservoir d'eau au sommet de la montagne, un abreuvoir de vaches ou vos capteurs de température dans les pièces. On a donc mesuré des valeurs, donc le capteur de pression, de température, de niveau. On a rajouté la communication, donc communication en Bluetooth, en narrowband, IoT, tout ce que vous voulez. Donc ça peut être longue distance, courte distance, LoRa. Qu'est-ce que rajoute l'ultra-wideband? Il rajoute la précision de la position. Donc on sait quel événement a eu lieu, à quel endroit, à quel moment. Et vous verrez que le fait de savoir où un événement a lieu, ça peut donner lieu à de nombreuses applications diverses et variées, et pas uniquement le tracking d'assets, etc. En termes de technologie, donc on va parler de standardisation. Donc c'est une technologie qui est en cours de déploiement. Vous verrez donc certains acteurs l'ont déjà fortement déployée. On parle d'industrie aujourd'hui, donc je commence par la standardisation que l'on trouve dans l'industrie, donc qui est un standard qui s'appelle Omlox, un standard relativement récent qui date d'il y a à peu près 2 ans. C'est un standard qui est drivé beaucoup par l'Europe et donc il y a une 60aine d'acteurs aujourd'hui dans toutes les régions. Le standard Omlox est en train de standardiser la géolocalisation à 2 niveaux,
Si vous êtes une industrie, si vous avez une usine au sens large, donc avec des événements qui sont à l'extérieur, donc qui pourraient être traqués par du GPS, et à l'intérieur du bâtiment, donc on a différents types de technologies de géolocalisation qui peuvent être du RFID, du BLE, du Wi-Fi, et de plus en plus aujourd'hui donc de l'ultra-wideband. Donc Omlox est en train de standardiser l'ultra-wideband au sein des applications ultra-wideband, donc de standardiser les encres et les tags que l'on va retrouver, et au niveau une couche au-dessus, donc au niveau de la gestion de mon flux de production, par exemple, de gérer toutes les applications qui peuvent fournir une information de position, que ce soit du GPS, du Wi-Fi ou de l'ultra-wideband. Donc 2 niveaux de standardisation donc par le standard Omlox. Les autres standards qui ont commencé beaucoup plus tôt, le premier standard qui est la FIRA, Fine Ranging, est un standard plutôt orienté consumer. Vous voyez quels sont les acteurs. Vous avez des gens comme Google, Apple, Cisco, HID, qui est en fait assez à Bloy aussi, donc qui font de l'access control. Donc toute cette partie-là, donc tous les fabricants de téléphones ont créé un standard qui s'appelle FIRA, et c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les iPhones, ou c'est ce que vous retrouvez également dans les téléphones Samsung ou Xiaomi. Un deuxième standard qui est lié à un deuxième marché, donc on a parlé du téléphone mobile, un deuxième standard qui est le Car Connectivity Consortium, et comme son nom l'indique, c'est un standard qui est essentiellement pour l'automobile, pour le contrôle d'accès à votre voiture. Alors, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais aujourd'hui, le contrôle d'accès main libre que vous avez dans votre voiture n'est pas sécurisé. Pour 10 €, je peux très facilement faire un petit routeur et aller vous piquer la voiture pendant que vous dormez. Et relayer le signal de votre clé qui est à côté de votre porte d'entrée et démarrer la voiture. Donc l'ultra-wideband, rajoutant la notion de distance précise, 1 mètre, 2 mètres, on va pouvoir donc gérer la connexion à la voiture et décider de l'ouvrir ou pas. Donc voilà les 3 gros standards, Omlox, FIRA et CCC, qui sont les 3 gros standards qui drivent aujourd'hui le déploiement de la technologie ultra-wideband. C'est pas de l'ultra-wideband. Ah, il est là-bas. Voilà. Donc en termes de déploiement, autour de vous, ceux qui ont un iPhone peut-être le savent, tout l'écosystème Apple utilise aujourd'hui l'ultra-wideband depuis l'iPhone 11, donc il y a déjà 4 ans quasiment. À quoi ils s'en servent? Donc Apple, on l'a dans tous les téléphones, dans toutes les montres, plus récemment dans le boîtier de vos AirPods. Ça vous permet, quand vous partez le matin en vitesse, de ne pas oublier vos AirPods. Parce que vous avez une application dans le téléphone, si vous les avez jumelés avec l'AirPod, qui va vous dire, quand vous partez, attention, ils ne sont pas à côté, et vous partez sans. Donc Apple a rajouté aussi dans des enceintes connectées donc, que vous trouvez à la maison, une application très simple. Donc Apple, cette application, c'est ce qui s'appelle Nearby Interaction. Donc quand je suis près d'un objet, j'interagis avec cet objet. Et vous verrez cette notion d'interaction proche, on peut la retrouver dans l'industrie, vraiment dans n'importe quel type de cas. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai mon téléphone, je vais chez vous, super soirée, je prends mon iPhone, j'ai une super musique que je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, il faut que je vous demande le nom du Bluetooth, quel est votre réseau Bluetooth, me connecter, appairer, etc. C'est un peu gonflant. Là, il suffit que je me mette devant avec mon téléphone, devant l'enceinte, et comme je suis à 50 cm de l'enceinte, elle comprend que c'est avec elle que je veux interagir. Et donc, c'est sur celle-là, je appuie streaming et ça part sur cette enceinte. Si je veux une autre enceinte, je me mets à côté. Donc, c'est vraiment la notion d'interagir avec un équipement qui est proche de moi. Et proche, contrairement aux autres technologies comme le Wi-Fi ou le Bluetooth qui sont basées sur la puissance du signal, si je le mets devant ou si je le mets derrière, j'ai 10 mètres d'écart. Avec l'ultra-wideband, si je me mets devant ou si je me mets derrière, j'aurai 10 cm de variation d'écart, mais pas 10 mètres. Donc, j'ai quand même la notion, je sais que je suis à 1 mètre d'un objet, d'un équipement, et non pas à 2 mètres, 3 mètres ou 10 mètres. Voilà pourquoi l'ultra-wideband est considéré comme beaucoup plus intéressant, plus fiable sur la mesure de distance. L'écosystème Android commence à déployer aussi. Vous avez donc les téléphones Google Pixel 6 notamment qui utilisent cette technologie, Samsung sur les Galaxy S20 et sur les équipements de Xiaomi aussi. Donc, le leader, c'est iOS aujourd'hui, et Google Android est en train de venir avec notamment l'ouverture
du Jetpack d'Android qui commence à fournir donc des informations ultra-wideband pour les développeurs Android. On va parler un petit peu maintenant de use case, donc de cas d'application, et on va commencer, puisqu'on est dans l'industrie du futur, on va commencer par un site industriel. Donc si j'équipe mon industrie ou ma chaîne de fabrication avec des choses comme ça qui vont être des satellites pour le GPS, donc ça va être des petits boîtiers que je vais pouvoir positionner un peu de partout dans mon usine, tous les 10 mètres ou 20 mètres, et je vais pouvoir mettre des badges sur ce que je veux traquer. Ça peut être des palettes, ça peut être aussi des équipements. Sur une chaîne de montage comme ici, par exemple, je vais assembler plusieurs pièces, donc des pièces, des fois des pièces relativement grosses. Il est clair que je ne vais pas mettre ça sur un boulon ou sur un écrou. Mais sur un équipement qui est relativement gros, je vais pouvoir m'assurer qu'à un endroit où je dois faire le montage, j'ai bien les pièces qui sont disponibles. Pas plus, pas moins. Donc ça va permettre de gérer l'espace aussi. Je ne vais pas avoir besoin de stocker à chaque endroit des dizaines et des dizaines de pièces détachées pour faire l'assemblage. Donc je peux optimiser l'espace de montage. Donc ça, c'est pour gérer, on va gérer le flux en fait des équipements, mais on va pouvoir gérer aussi les outils. On a de plus en plus d'outils sans fil qui sont utilisés sur les chaînes de fabrication. Si vous prenez par exemple une visseuse sans fil, il est important de savoir où elle est utilisée exactement, puisque certaines visseuses sans fil maintenant, donc pas celles que vous achetez à Casto à 50 balles, mais les visseuses sans fil que vous avez sur les chaînes de production vont avoir par exemple un couple préprogrammé qui va défini, downloadé en Wi-Fi par exemple, pour le serrage de la roue arrière qui n'est pas le même que la roue avant. Donc je vais pouvoir, sachant où j'utilise l'outil devant ou derrière, parce que j'ai une précision suffisante de positionnement, avoir le couple de serrage correct à l'endroit où je l'utilise. Je peux aussi avoir une traçabilité qui est demandée dans l'industrie automobile, une traçabilité pour des raisons de qualité. Je peux savoir que le boulon à 10h10 a été monté avec tel couple à tel endroit. Donc on a une notion de qualité grâce à la notion de positionnement vraiment très précis de la mesure que j'ai pu récupérer. Donc on va pouvoir travailler grâce à un équipement donc, qui va être de mettre des tags sur tous les équipements que je veux géolocaliser, traquer. Je vais pouvoir optimiser mon flot de production. Je vais pouvoir optimiser l'espace autour de ce flot de production, donc minimiser l'espace utilisé. Et je vais aussi donc pouvoir traquer tous mes outils. Vous verrez dans les use cases, je vous montre à la fin donc, des use cases qui ont été déployés par des clients réels, pas uniquement par nous. Le retour sur investissement, le fait de ne pas chercher les outils, d'avoir les bons outils au bon endroit, les pièces détachées au bon moment, le ROI est de quelques mois inférieur à une année, très rapidement. Rien que sur le fait de ne pas chercher le matériel dont j'ai besoin à un instant T. D'accord ? On peut aussi optimiser, on verra dans l'exemple suivant. Donc l'exemple suivant, c'est un peu le site industriel également. Un exemple simple, il y a certaines personnes qui vont vous dire, écoutez, moi j'ai 2 chariots élévateurs, je pense qu'il m'en faut un 3e. Donc avant de mettre même de l'électronique dans mon industrie, il faut d'abord que j'achète un 3e chariot, un 4e, etc. En fait, grâce à la géolocalisation, donc on peut traquer ces véhicules autonomes ou non. Et le fait, on peut donc tracer des heatmaps, on peut comprendre l'utilisation, l'optimisation, et parfois on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas besoin d'en racheter un 2e ou un 3e, mais d'optimiser l'utilisation de ce que j'ai déjà. Donc grâce au tracé que l'on peut avoir, de savoir où ils sont passés, où ils sont positionnés en temps réel. La deuxième chose qui est super intéressante, à partir du moment, imaginez que j'installe dans ce site donc, des ancres ou des satellites un peu de partout. Je vais pouvoir donc localiser tous mes équipements. Je peux pouvoir localiser à la fois les véhicules, qu'ils soient autonomes ou non. On a de plus en plus de véhicules autonomes qui se déplacent dans ces sites industriels. Je peux faire du safety en bon français, donc la sécurité ou la sûreté de fonctionnement. Notamment, donc une des grandes modes, il y a beaucoup d'accidents, notamment au coin, donc quand on passe le coin d'une rangée, entre ces véhicules et le personnel qui travaille sur les sites. Donc on va, connaissant le personnel, si j'équipe les travailleurs sur le site avec des badges comme ça, par exemple, je peux très facilement traquer leur position. J'ai la position du véhicule et donc envoyer des warnings au véhicule
lorsqu'il y a un risque de collision. Donc on va retrouver ça sur tous les sites industriels. Des grands opérateurs, des grands fabricants comme Linde, qui est l'un des leaders mondiaux du Fenwick comme ça, ou du chariot élévateur, utilisent cette technologie pour éviter la collision entre les véhicules et les travailleurs sur place. Pendant la grande époque du Covid, dans tous les centres Amazon et dans tout ce style-là des centres d'expédition, comme on devait normalement rester loin, cette technologie a été utilisée justement pour faire du social distancing, puisque j'étais capable de mesurer avec grande précision la distance entre deux personnes et la durée, alors que les technologies basées sur la puissance de la radio, comme le RSSI, sur le Bluetooth et le Wi-Fi, ne permettent pas d'avoir une distance fiable entre deux personnes. Si je suis comme ça ou si je suis comme ça, vous avez des informations qui sont très différentes. Donc la précision n'étant pas fiable sur la distance, l'information que je vais essayer d'en tirer n'est pas fiable. Donc du coup, on avait beaucoup de fausses alertes. Donc un des points aussi, c'est access control. Je suis sur mon chariot élévateur et j'arrive devant une grande porte automatique. Donc on va pouvoir détecter l'arrivée de la personne sur le chariot vers la porte. On peut décrire la trajectoire, comprendre qu'il a l'intention d'ouvrir cette porte. Et cette porte, puisque je sais, donc je connais la distance, je sais qui c'est, je peux faire une ouverture automatique de la porte sans avoir besoin de descendre du chariot ou de présenter un badge type les technologies sans contact comme NFC. Donc on peut faire de l'accès, on peut faire de la prévention d'accidents, on peut faire de la gestion donc d'équipements et de flots et optimisation donc du matériel. Donc voilà, le fait de connaître la position, voilà tout ce que ça peut nous apporter sur ces sites industriels ou ces sites de fabrication. Si vous avez des questions, dites-moi, vous pouvez lever la main. La présentation, moi je la connais, donc elle n'est pas pour moi. Après, on aura le temps de poser des questions. Ce que j'ai dit pour l'industrie peut très bien être appliqué au monde donc, hospitalier, par exemple, les gros centres de santé, où on a deux choses. Soit le tracking d'équipements, donc les équipements, genre les patient monitoring que vous avez, ces gros écrans qui sont sur pied, qui roulent, et que l'on va déplacer de chambre en chambre. J'ai envie de savoir où ils sont, parce que la plupart du temps, on ne sait pas. Donc on perd du temps à les chercher. Là, la problématique n'est pas tout à fait la même. J'ai besoin d'une grande précision de savoir dans quelle chambre c'est. Je n'ai pas besoin d'une précision à 10 cm près pour savoir où ils sont dans la chambre. Mais par contre, je vais avoir une grande précision, notamment pour savoir si c'est la chambre 302 ou 303. Et ça me suffit largement. L'autre point intéressant, c'est aussi la navigation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chirurgie ambulatoire. Donc, vous venez le matin, vous repartez le soir, si tout se passe bien. Et d'après ce que me disent mes clients, il y a une quinzaine de % de pertes parce que les gens n'arrivent pas à faire le parcours complet dans la journée. Vous devez aller au bureau des admissions, vous inscrire, aller voir l'anesthésiste, etc. Donc vous avez 4 ou 5 rendez-vous avant d'arriver au bloc opératoire. Et en fait, les gens se perdent dans les grands hôpitaux, donc n'arrivent pas à temps pour faire l'opération. Donc on doit garder ces gens-là le soir, donc c'est une chambre occupée, etc. Donc on peut optimiser de par donc la navigation des patients. Vous verrez que bientôt sur votre téléphone, vous serez capable de naviguer en indoor avec cette technologie. Donc ça permettra de naviguer dans un centre commercial, dans un hôpital ou autre. D'accord, donc tracking, pardon. Donc équipement, on peut savoir où sont les équipements, les patients. Certains patients aussi atteints de certaines maladies qui ont tendance à se perdre tout seuls, on peut les équiper de badges comme ça et donc les traquer à l'intérieur d'un bâtiment. Donc voilà les technologies que l'on peut apporter aujourd'hui dans le monde de la santé. Il y a déjà des tests. Il y a déjà des tests, des déploiements qui sont faits dans des centres d'urgence, dans certains hôpitaux, dans différents pays d'Europe. Ce n'est pas largement déployé, mais c'est en cours et notamment dans certains hôpitaux, c'est demandé une technologie de tracking. Le monde agricole. Le monde agricole, eh bien, il y a plusieurs choses donc, qui existent aujourd'hui. Donc, le fait de traquer les animaux, alors on va traquer surtout les vaches et les cochons. Les poulets, c'est un peu petit.
Donc aujourd'hui, il y a des applications pour traquer les vaches, par exemple. Et qu'est-ce que l'on peut faire, notamment sur les vaches? Alors je ne suis pas un spécialiste du monde agricole ni des vaches, mais c'est ce qui m'a été reporté. Donc on peut traquer l'état de santé d'un animal en connaissant le parcours qu'il fait tous les jours. Un cochon fait toujours par exemple le même trajet tous les jours. Il fait sa toilette à un endroit, il dort à un autre endroit, il mange à un autre. S'il fait autre chose, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. Donc les gens font des tags multi-capteurs, souvent, qui vont avoir des capteurs de température et autres, notamment pour la fécondation des vaches. Apparemment, les vaches sont fécondes pendant une période très courte. Et donc le tag est capable d'identifier la période où elle est fécondable et de savoir laquelle c'est, elle est où. D'accord. Donc voilà ce que ça peut servir. On peut faire aussi de traite automatique, puisque la vache étant identifiée, elle arrive devant un portail, ça va s'ouvrir ou ça ne va pas s'ouvrir à distance, puisqu'on sait laquelle c'est. Le fait de faire des traites automatiques, on peut augmenter le rendement notamment de la traite, puisqu'on va le faire, on ne va pas le faire une fois ou deux par jour, mais on peut le faire 4 ou 5 fois par jour avec des quantités plus faibles. Typiquement, on est en indoor, donc typiquement, on va installer des ancres. Ça va dépendre beaucoup de l'environnement, métallique ou pas, de la hauteur sous plafond, mais entre 10 et 20 mètres. On va en mettre une tous les 20 mètres et on va donc faire un maillage avec une ancre tous les 20 mètres. La portée réelle en point à point, on peut porter à plusieurs centaines de mètres. Si vous êtes en ligne de vue, avec une bonne antenne, etc. Mais typiquement, les applications de géolocalisation indoor, donc dans un bâtiment, ça va être entre 10 et 20 mètres. Donc on va définir des cellules entre 200 et 300 mètres carrés. Et donc les assets, que ce soit personnel, humain ou animal, vont se promener à l'intérieur. Okay. Quand je recherche une vache aussi pour savoir une vache qui semble suspecte, si je veux la retrouver, je peux prendre ma tablette ou mon téléphone et me déplacer avec et aller directement vers la vache plutôt que d'essayer de lire tous les QR codes qu'elles ont à l'oreille, parce qu'elles sont toutes équipées de badges. Maintenant, vous avez déjà vu les vaches, elles ont 3 ou 4 tags à chaque oreille. Donc on peut les retrouver et donc de la navigation. Donc voilà les applications que l'on peut avoir dans le milieu agricole. Donc similaire du reste, mais adapté à ce milieu-là. OK, on va parler, alors là on décide d'un PC, mais c'est de l'auto-installation. Et donc dans le monde industriel, on peut aussi avoir des besoins d'auto-installation ou d'interaction avec une machine sur laquelle, donc, qui est proche. Exemple simple, dans le monde du PC, si j'installe, et ça avec le télétravail on le voit souvent, donc j'installe un jour mon PC à la maison ou au bureau, et soit mon PC je mets à gauche, soit à droite, c'est assez pénible d'avoir la souris qui commence de l'autre côté, etc. Donc je peux très bien détecter si les deux sont équipés d'ultra-wideband, les équipements s'auto-installent, c'est-à-dire que lui sait que lui est à gauche ou lui sait qu'il est à droite. Donc en fait, on va avoir la continuité de la souris du bon côté. Je n'ai pas besoin de retourner dans mes paramètres d'installation. Et pareil pour les souris, pour les gens gauchers ou droitiers, si la souris est à gauche ou à droite du clavier, elle est automatiquement configurée pour un gaucher ou pour un droitier. Si je suis par exemple avec un équipement industriel, donc une machine, que je contrôle souvent avec des tablettes portables, donc c'est connecté en Wi-Fi ou en Bluetooth, si je veux interagir avec cette machine qui est là devant moi, si elles sont équipées toutes les deux de ultra-wideband, je veux savoir que je suis à 50 cm de celle-là. Donc quand j'interagis sur les boutons de ma tablette, c'est avec celle-là. Et je n'ai pas besoin de faire un appairage qui est parfois un peu compliqué, un peu complexe, de dire ouais, c'est bien moi, c'est bien celle-là, de mettre un nom, etc. Donc on peut faciliter l'interface utilisateur et l'auto-installation, que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde purement grand public, votre vie de tous les jours. Donc le monde du PC est en train de regarder d'une manière aussi active. Voilà, pardon. D'une manière un peu active l'ultra-wideband dans ces technologies, dans ces équipements. Voilà. Le géofencing, donc de définir des zones. Si par exemple j'ai un équipement, que ce soit un PC, ça peut être un lecteur de code barre, ça peut être une tablette commerciale, je peux utiliser cet équipement uniquement à un endroit donné. Par exemple, votre PC, vous êtes au bureau,
vous avez accès à tous les fichiers, à toutes les connexions SAP, tout ce que vous voulez, qui sont purement confidentiels, les rapports financiers, le billing, les revenus, etc. Si vous prenez votre PC, vous allez à la cantine pour discuter avec vos collègues, eh bien, je sais où vous êtes, donc vous n'avez accès peut-être qu'à Internet et sur les trucs non confidentiels. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, on peut donner des types d'accès différents. Si vous avez une tablette industrielle, c'est pareil. Je suis devant un équipement, interagir avec celle-là ou pas, j'utilise la même tablette en dehors ou un barcode reader, je n'ai pas les mêmes droits. Autour, par exemple, dans tout ce qui est grand magasin, si j'ai une tablette commerciale ou un barcode reader, si je suis autour de la caisse, je peux m'en servir. Si je suis n'importe où, ailleurs, ben, elle ne marche pas, elle est désactivée. Ou elle a des accès limités ou différents. Donc on peut définir l'accès en fonction de l'endroit où vous êtes. Des cas réels, donc la société Ubuntu, qui est une société qui développe des produits à base d'ultra-wideband et de Bluetooth, d'ailleurs, qui a commencé avec ça. Donc la plupart du temps, ils ont travaillé donc, dans différents sites industriels, notamment chez Schneider et d'autres fabricants de câbles et d'équipements électriques et électroniques. La première problématique qu'ils ont essayé de résoudre chez tous ces clients-là, c'était je cherche mes équipements et je cherche mes produits à un moment donné pour faire l'assemblage, pour faire le montage. Et donc la perte de temps a été, donc ils ont déployé des systèmes d'encre et de tags sur tous les équipements, ROI en moins de 6 mois, donc retour sur investissement relativement rapide quand même. Et tout ça, donc c'est uniquement de la perte de temps. Perte de temps, perte d'équipement, donc à la fin, perte de gains et de compétitivité. D'autres exemples aussi, j'ai pris un autre exemple qui est lié au monde agricole. Des sociétés qui déploient des caméras dans le monde agricole, donc pour voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Le problème, c'est que je vois quelque chose, mais je ne sais pas où elles sont, ces caméras. Et pour les déployer, c'est un peu pénible pour aller les géolocaliser dans les différents endroits de la ferme. Ils ont déployé donc, des systèmes avec des ancres et des balises pour géolocaliser ces caméras. Donc non seulement j'ai l'image, mais je sais où ces images sont prises. Donc là, dans ce cas-là, on va faciliter le déploiement de la technologie. D'accord ? Ça ne va pas être pour gérer du stock ou gérer des équipements, ça va être le déploiement qui est facilité. Un exemple, par exemple, si j'ai ces ventilateurs, j'ai un interrupteur, si je les monte en ultra-wideband, ils ont tous de l'ultra-wideband, c'est toujours assez compliqué si ça marche en réseau sans fil, par exemple, d'appairer cet interrupteur avec chaque ventilateur ou l'éclairage de cette pièce, etc. Si je sais exactement où ils sont positionnés, naturellement, cet interrupteur, après, je sais qu'il est dans telle pièce, ces lampes sont dans telle pièce, donc avec mon outil de configuration, je peux très facilement aller les configurer parce que je sais où ils sont posés. Donc on peut faciliter le déploiement. Voilà, pour la dernière partie de la présentation, donc Qorvo, société américaine, on a la partie ultra-wideband de la technologie est développée en Europe, avec une grosse partie en Irlande, parce que la société mère était en Irlande, mais à Toulouse a beaucoup grossi, on est environ 70 personnes sur le site de Toulouse, on était 5 il y a 2 ans. Donc un site qui grossit beaucoup et on travaille avec des partenaires locaux, notamment donc Université Toulouse 2, qui a un laboratoire d'expérimentation de l'ultra-wideband, donc avec un déploiement dans leur labo d'une 50aine de nœuds, donc c'est typiquement cet étage-là, on va dire. Ils ont des nœuds un peu de partout et ils étudient la connexion entre chacun. Et ils peuvent avec ça essayer d'étudier des algorithmes qui vont favoriser la géolocalisation, qui vont être meilleurs que d'autres, en fonction donc de ce qu'ils veulent faire. Ils ont aussi une maison intelligente. Et si par exemple à la maison, et c'est pour ça que Apple a mis donc ces tags dans la télé, dans le téléphone, dans les enceintes connectées, ça peut servir d'encre. Et en fait, si vous mettez un tag dans votre portefeuille ou dans votre étui de lunettes, je peux le localiser. Par contre, à la maison, si je vous dis c'est à 4,20 m du mur, en X 4,20 m, en Y 2,50 m et en Z 2,70 m, ça ne va pas vous parler beaucoup. Donc ils travaillent beaucoup, eux, sur la sémantique, la localisation sémantique. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, votre portefeuille est dans la cuisine, à côté du micro-ondes. D'accord ? Ça parle beaucoup plus que si je vous donne X, Y, Z.
Donc, il travaille sur la sémantique, sur la localisation sémantique et sur les algorithmes de géolocalisation dans des comportements justement où on est en ligne de vue ou non ligne de vue. Donc ils travaillent là-dessus, ils ont des étudiants qui sont formés là-dessus. Et cette école est aussi capable de faire du training, donc d'offrir du training donc, aux sociétés de 1 jour jusqu'à 4 ou 5 jours, donc d'aller très en détail sur la technologie elle-même, sur comment on la déploie, comment on l'implémente, et aussi évidemment de travailler, de fournir de la propriété intellectuelle, des IP, sur, par exemple, les logiciels de géolocalisation. Voilà, donc en résumé, c'est une technologie que l'on va voir de plus en plus, qui se déploie exactement comme le Bluetooth s'est déployé il y a 6 ou 7 ans, le Bluetooth Low Energy. Donc on suit la même courbe de déploiement. Aujourd'hui, on le trouve énormément dans le monde de la téléphonie mobile, mais ça va se déployer dans le monde consumer via la téléphonie mobile. Mais dans l'industriel, donc il y en a pas mal d'industriels qui ont commencé à faire des applications avec. La standardisation à travers des groupes comme Omlox. Donc on va la retrouver de plus en plus dans la pure industrie, avec tous les exemples que je vous ai donnés, aussi bien pour optimiser les flows que pour optimiser juste l'interface utilisateur. Voilà, et donc Qorvo, qui a racheté une société qui s'appelait Decawave, donc qui avait créé cette technologie ultra-wideband, mais investi massivement, déjà avec le rachat de la société, qui s'est fait pour 400 millions de dollars, c'était public, et aujourd'hui massivement en termes d'embauche, donc Toulouse, on grossit beaucoup, Paris aussi, mais des grosses embauches sur la région, sur la France, notamment pour pouvoir déployer cette technologie. Voilà. Et merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, on a un peu de temps ensemble. Ce genre de techno, ça consomme beaucoup Alors cette technologie, on appelle ça de technologie low power. Ça consomme, pour être technique, un petit peu plus en courant de pic par rapport au Bluetooth, qui est une référence notamment dans la partie low power. Ça consomme plus en courant de pic, mais en énergie par bit transmis, c'est à peu près similaire. Donc on peut travailler. J'ai des exemples de tags. Donc vous voyez des tags, c'est pas très gros. Certains sont même plus petits. Ou si vous voyez aussi des technologies comme le AirTag d'Apple, c'est gros comme une pièce de monnaie. Et ça a une batterie qui va durer 1 an, quoi, à peu près. Donc si vous faites un tag industriel, des tags industriels, il y en a qui sont plus ou moins gros. Ça contient toutes les technologies, Wi-Fi, BLE, cellulaire et ultra-wideband, donc ils sont un peu plus gros. Il y a une grosse pile lithium dedans. Vous avez des trucs plus petits, vous avez des tags avec un écran e-ink, par exemple, pour le mettre sur un équipement. Donc non seulement la technologie peut servir à géolocaliser, mais aussi transmettre des datas. C'est-à-dire qu'en même temps que si je mets ce tag sur une palette, je sais ce qui contient cette palette et donc je peux avoir des informations pour les gens qui travaillent. Vous avez beaucoup parlé de localisation en termes de transfert de données. On monte à quel débit à peu près ? À 6,8 mégabits aujourd'hui. Le prochain standard, on va pouvoir monter beaucoup plus haut. Typiquement, on peut transmettre des datas de l'audio, si c'est la discussion, c'est le point. Alors, l'intérêt que va avoir l'ultra-wideband par rapport à une technologie Wi-Fi, qui est quand même une technologie très haut débit, bon, la consommation est plus faible, les portées sont plus faibles, mais c'est surtout le temps d'accès. Les messages sont très courts, donc en moins d'une milliseconde, on peut envoyer des messages et synchroniser. Donc pour de l'audio, si je dois l'envoyer sur plusieurs canaux, on va être synchronisé à la milliseconde. Donc le temps de latence est beaucoup plus court que le BLE et énormément plus court que le Wi-Fi. Est-ce que c'était clair pour les applications potentielles? Parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est développée dans plus d'une quarantaine de marchés verticaux. Ça va du drone, vous avez vu tous les exemples que je vous ai donnés aussi ici. Tous les jours, on voit dans le consumer des applications qui se déploient de plus en plus, simplement pour faciliter la vie de l'utilisateur. Donc c'est à la Apple. Mais après, dans l'industriel, on peut imaginer soit faciliter la vie de l'opérateur, soit optimiser le flot de production.
Ouais, le micro, c'est surtout pour les gens qui sont... Oui. Question en termes de sécurité, vous disiez que l'accès aux voitures, effectivement, aujourd'hui, c'est pas encrypté, etc. Du coup, quel est le niveau de sécurité de la votre solution? sécurité, alors, la sécurité sur les voitures aujourd'hui, c'est pas le fait que ce soit pas encrypté, c'est le fait que je ne connaisse pas la distance. Aujourd'hui, la technologie qui est utilisée donc avec les accès main libre d'une voiture, je m'approche de la voiture, je touche la poignée, il y a un échange radio entre la voiture et ma clé que j'ai dans la poche. Cet échange radio, malheureusement, c'est difficile de savoir à quelques dizaines de millisecondes combien de temps j'ai pour répondre, fabriquer le message. L'ultra-wideband, c'est une technologie donc, de localisation. Donc, quand je vais envoyer le message au circuit ultra-wideband, je vais mesurer la distance. Il faut savoir qu'une nanoseconde, c'est 30 cm. Donc 3 nanosecondes, 1 mètre, je suis à 1 mètre de la voiture, ça fait l'aller-retour, parce que typiquement, on mesure sur un aller-retour. Donc, on parle de 6 nanosecondes qu'il faut mesurer. Donc, par rapport à ce qui est capable de faire la technologie que vous avez aujourd'hui, qui va être à 10 millisecondes au mieux, 10 millisecondes, avec 30 cm par nanoseconde, vous pouvez être très loin. Et c'est pour ça que cette technologie d'aujourd'hui n'est pas sécurisée. Les gens font des routeurs, en fait, entre la radio qui est émise par la voiture, un autre routeur que vous avez proche de votre maison ou proche de votre poche, quand vous êtes quelque part, même à 100 ou 200 mètres de là, vous faites un routeur qui est très puissant, qui n'est pas normalisé, mais qui est très puissant, et vous pouvez, j'ouvre la poignée, j'appuie sur le bouton, je pars avec. Et une fois que la voiture a démarré, elle ne s'arrête pas, pour des raisons de sécurité. Le deuxième aspect sécuritaire, donc la distance, si je décide que je peux, quand j'ouvre la poignée, je dois être à 2 mètres, et si je suis à 2,50 m, ça ne fait rien du tout. Donc la notion de distance est très précise. Le deuxième aspect, c'est que je peux sécuriser la communication. Par exemple, on dialogue tous les deux pour connaître la distance que l'on a. Le message que l'on a est une partie du message qui sert à faire le timestamping de la distance, puis lui peut être encrypté. Ce qui veut dire que si les autres personnes écoutent le même message, ne peuvent pas rejouer le même message. Donc la distance qu'on va échanger avec Julien tous les deux, elle va être encryptée. Tous les deux, on sait qu'on est à 2 mètres. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi je parle de distance sécurisée. Alors après, on peut sécuriser avec donc, des clés d'encryption plus ou moins complexes, etc. Mais le message lui-même dans l'air est sécurisé. C'est bon, vous achetez alors? Pas de questions? Ok, bah écoutez, merci tout le monde. Et on pourra se retrouver. Je suis aussi sur la table ronde tout à l'heure, donc à 11h15, sur l'industrie du futur, qui est un peu le même thématique. Merci à tout le monde et bonne journée. Au revoir.